Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Une considération préalable. La question fondamentale, drainage des cerveaux, circulation des cerveaux, c'est mal posé. Et au point de vue politique, c'est une question aussi, à mon sens, dangereuse. Pourquoi? Parce qu'à la fin des années 90, l'interprétation que l'on donnait à l'immigration très qualifiée a changé. On a étudié ce phénomène en tant que flux permanent, monodirectionnel, et donc à partir des pays en voie de développement vers le pays industriel. À la fin des années 90, en raison de la mondialisation, c'est une synthèse, mais c'est comme ça, on s'est aperçu qu'il y avait une part consistante de mouvements circulaires, donc de migration temporaire, de retour, et il y avait aussi de nouveaux acteurs qui faisaient leur apparition et qui attiraient cette circulation. Aussi, y avait-il la création de réseaux grâce au développement de nouvelles technologies de communication. Et donc, ces réseaux étaient en contact entre eux et avec le pays de départ. Et alors, la situation était changée et on disait on peut plus parler des fuites de cerveau. Ce n'est pas comme ça parce que ces mouvements circulaires, ce n'est qu'une toute petite partie, mais l'immigration qualifiée est caractérisée par des mouvements uniformes. Et donc, il faut voir ce phénomène au niveau global. Et donc, de personnel très qualifié, essayer de voir quelle est l'attitude, le comportement, la situation de ces pays dans cette compétition pour attirer les qualifications les plus élevées. Je voudrais vous présenter quelques données qui sont disponibles et qui nous sont à notre disposition. Premier indicateur, c'est le taux d'expatriation. Et donc, cela part des travailleurs avec une formation élevée à l'étranger par rapport à ce qui se passe en Italie. Donc, travailleurs autochtones qui se trouvent dans le pays concerné, plus ceux qui sont partis. Donc, quelle est la part de ces personnes pour l'Italie? C'est une estimation de la Banque mondiale, quelque peu datée. Pour l'Italie, on passe de 7 à 11%. Quel est mon souci? Ce sont des données quelque peu désuètes. Donc, pour l'Italie, je crois que ce pourcentage a augmenté suite aussi à la crise. C'est un taux plus élevé par rapport à la moyenne de l'OCDE. C'est un taux moins élevé par rapport à d'autres pays. C'est le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Ce n'est pas tout simplement le fait de partir à l'étranger. Mais ce qui nous soucie, c'est qu'il n'y a pas de compensation. Parce que l'Italie n'a pas la capacité d'attirer des étrangers très qualifiés. Et donc, pour ce qui est des mouvements vers les pays de l'OCDE, 11e place, l'Italie n'attire que 1,2%. On ne peut pas faire la comparaison des 42 quelques des États-Unis, mais par rapport à la France, à l'Allemagne et au Royaume-Uni, la comparaison est fort négative. Alors, quel est le problème? Il faut mettre en rapport les données et donc le fait de partir à l'étranger avec l'importation. Dans le cas de l'Italie, comme on vient de le voir, les soldes est négatif. Ce sont des données de l'OCDE de 2005. Les données les plus récentes vont être publiées sous quelques mois. Et comme vous le voyez, le rapport est négatif. Donc ceux qui partent sont plus nombreux par rapport à ceux qui rentrent en Italie. Et donc, solde négatif, situation de drainage des cerveaux, alors que le Royaume-Uni, qui a un taux plus élevé, mais comme elle attire beaucoup de travailleurs qualifiés, eh bien, elle va
avoir de bénéfices. Et donc, pour chaque cerveau qui va partir des États-Unis, il y a 25 cerveaux qui vont entrer. Et donc, vous voyez la différence par rapport à l'Italie. Quel est le problème alors? Les immigrés qui arrivent en Italie sont peu qualifiés et donc le pourcentage de diplômés universitaires entre les immigrés à l'âge de travail en Italie, c'est 11,2% par rapport à une moyenne de 27,8%. Moyenne OCDE et donc des pays qui ont des politiques plus sévères pour ce qui est de l'immigration et donc qui demandent une qualification plus élevée peuvent en tirer un bénéfice plus considérable. Je passe rapidement les données. C'est des considérations sur le personnel qui travaille dans le domaine scientifique et technologique. La situation est analogue. Les problèmes n'est pas la présence réduite des étrangers dans les emplois très qualifiés, c'est qu'il y a très peu de travailleurs dans ces domaines très qualifiés. Si on considère le chercheur, par exemple, les personnels pour la recherche et le développement, sur 1000 travailleurs, eh bien, l'Italie se place dans le dernier rang. 4,3 chercheurs sur 1000 travailleurs contre 9,2 de la France ou même 15,9 de la Finlande. Alors, le problème, encore une fois, concerne le pouvoir d'attraction des jeunes. L'Italie a très peu d'étudiants dans le cours scientifiques et technologiques, étudiants étrangers par rapport aux autres pays industriels et faible pourcentage aussi des doctorants étrangers. Bref, le problème n'est pas tout simplement le fait de partir à l'étranger, c'est un problème qui existe, mais c'est plutôt le symptôme d'un problème plus structurel, c'est-à-dire le système n'est pas attrayant pour les emplois très qualifiés et donc faible présence des étrangers qualifiés. Faible présence de personnel hautement qualifié dans le secteur de la recherche et du développement pour ce qui est de la population active en Italie. Dans cette circulation, dans cette attraction, compétition pour attirer des gens, disons que l'Italie n'est pas en mesure d'être un centre d'intérêt efficace. Et pour revenir aux politiques, pourquoi est-il dangereux de parler de circulation de cerveau? Parce que certains pays ont pensé la chose suivante, et grâce aux technologies informatiques, en essayant de connecter entre elles les communautés des personnes parties à l'étranger, il sera possible de transférer les connaissances à travers ces mêmes réseaux. Mais les études des cas à propos de ces réseaux ont fait ressortir que dans certains pays asiatiques, cela a marché. Si les gouvernements ont fait des investissements au niveau des infrastructures de recherche, création de nouvelles entreprises pour faire en sorte que ces connaissances qui sont en circulation apportent des bénéfices dans les pays d'origine. Il y a des cas d'autres réseaux, c'est le cas du réseau des Philippines ou d'autres pays de l'Est, là où le réseau ne transpose pas des connaissances, mais ces réseaux aident les migrants possibles à partir. Et donc, c'est une facilitation du drainage de cerveau. Alors, il ne faut pas investir dans les politiques des simulations de retour. Et donc, ces politiques ont été des échecs partout. Les politiques doivent être plutôt structurelles, comme ça a été le cas pour les pays asiatiques. Et donc, investir dans la création d'infrastructures étant donné pour que ces connaissances apportent leurs fruits. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Monsieur Beltrame. On ne s'était pas mis d'accord auparavant. Il a parfaitement
il a apporté des données qui nous donnent des informations additionnelles sur la question de la circulation. C'est un problème que connaît un gros sujet qui concerne le Grand Nord, c'est-à-dire la capacité limitée qu'a par exemple cette région d'Émilie-Romagne d'attirer des immigrés qualifiés, avec aussi des conséquences de la tenue du système dans son ensemble. Je n'ai pas lu beaucoup de considérations à propos de ces sujets qu'il faut approfondir. Beltrame nous dit par son expérience, peut-être la Lune est bien plus importante que notre doigt pour cacher la Lune. Et donc, ce n'est pas, ce sont les emplois hautement qualifiés au total qui devraient nous intéresser. Malheureusement, ça ne fait plus partie de priorité de l'agenda économique. Par un excès peut-être d'attention aux problèmes du jour au quotidien. Mais ce qu'il nous faut, c'est peut-être ce que Beltrame nous vient de dire. Maintenant, Simona Miglia, London School, des considérations à ce propos. Mesdames et messieurs, bonjour. On ne s'était pas mis d'accord avec monsieur Beltrame. Vous allez trouver des images pareilles. Une fois encore, le problème sur les politiques avec des élaborations supplémentaires. Je ne vais pas répéter le problème, on l'a très bien saisi. Je voudrais approfondir par contre les causes du problème, ce que l'Italie est en train de faire pour résoudre ce problème et relever les défis de la fuite des cerveaux vers la circulation des cerveaux et vous offrir des propositions concrètes. Nous l'avons vu, le problème n'est pas tellement l'italien qui se rend à l'étranger. Je suis une Italienne qui travaille à l'étranger. Non, je crois pas que je suis un problème. C'est que moi, je suis parti, d'autres Italiens ne sont pas rentrés, et notamment des étrangers n'arrivent pas. On a vu que l'Italie n'est pas tellement un pays attrayant pour des hautes professionnalités, mais ce sont des travailleurs avec une éducation primaire qui arrivent. 54% des étrangers qui arrivent en Italie ont une éducation primaire. Alors, quelles en sont les causes de cette fuite des cerveaux? J'en ai listé quelques-unes, le manque de fonds et de financement, le niveau de salaire plus faible, le manque d'infrastructures, le trop peu d'attention du gouvernement vers les activités scientifiques, le manque d'investissement du côté des entreprises, à mon sens, un nombre limité de pôles d'excellence. L'étranger qui arrive en Italie, pourquoi arrive-t-il? Il veut avoir une communauté académique, scientifique, de recherche de laquelle il pourrait apprendre. L'Italie a des pôles d'excellence, mais ils sont très rares pour pouvoir attirer bon nombre d'étrangers. Et les politiques pour attirer des capitaux qualifiés. Qu'est-ce que fait l'Italie pour attirer ces capitaux? Le décideur italien se rend compte que la fuite des cerveaux est un problème, que celui qui arrive n'est pas tellement excellent, et donc des outils ont été prévus pour attirer des capitaux hautement qualifiés. Tout cela fondé sur les encouragements de fiscalité. Tout d'abord, l'encouragement fiscal pour les travailleurs qui ont moins de 40 ans, italiens qui travaillent à l'étranger, pour les convaincre à rentrer. On cherche donc à faire rentrer ces personnes grâce à des encouragements, donc étudier en Italie, travailler en Italie, etc. Le learning back, donc étudier à l'étranger et rentrer sur l'Italie. Ensuite, faire face
à l'hémorragie, notamment l'équilibre nord-sud, et investissement italien encore sur la fiscalité pour les Italiens qui sont à l'étranger et qui puissent rentrer pour mener des activités en Italie. Mais quel est le problème de toutes ces politiques pour attirer le capital hautement qualifié? À mon sens, il y a 3 séries de problèmes. Tout d'abord, il y a un contexte encore plus grand de stratégie de développement de notre pays. Si l'on analyse les 5 activités que les décideurs italiens ont fait pour attirer un capital hautement qualifié, eh bien, la chose qui manque, c'est donc l'objectif. Quelles sont les personnes que nous voulons attirer en Italie? Voilà la question fondamentale. Ensuite, pour opérer des choix et mener des politiques de rentrée. Tout cela est lié au manque d'une stratégie de développement du pays. Il y a la nécessité d'investir sur les infrastructures. Une fois compris quelles sont les personnes que l'on veut, il vaut bien comprendre où ce capital humain va œuvrer. Donc, préparer les structures nécessaires afin que le capital humain, une fois rentré, pourra travailler de façon efficace. Et finalement, un autre problème lié à l'encouragement fiscal est que l'on peut avoir un effet pervers d'attirer du capital humain qui rentre pour des raisons qui ne sont pas étroitement liées au développement du pays, mais notamment pour profiter des encouragements de fiscalité. Alors, quelle peut être l'alternative? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser ce capital? Bon, il faut profiter des expériences des autres pays. L'encouragement fiscal n'est pas suffisant. Différentes études suggèrent que, différemment des autres migrants qui se déplacent pour des raisons économiques, des perspectives meilleures de revenus, faible prix de l'immobilier, ce qui pèse chez l'individu hautement qualifié de se déplacer d'un pays à l'autre n'est pas seulement le salaire. Il y a aussi des aspects sociaux, culturels, institutionnels du territoire d'arrivée. Et notamment si le capital est hautement qualifié se déplace avec la famille, ces aspects institutionnels et sociaux deviennent encore plus importants. Donc, évaluer la qualité institutionnelle du pays où l'on va vivre. Tout cela devient encore plus important si l'on considère l'Italie comme pays, et notamment le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie qui est marqué par une qualité institutionnelle plus faible. Donc pour l'Italie, les politiques à mettre en œuvre sont doubles. La politique pays et aussi la politique d'avoir un pays égalitaire du nord au sud. Qu'est-ce que les autres pays dans les mêmes conditions font? Parce qu'on n'est pas les seuls finalement à ne pas parvenir à attirer des étrangers. Eh bien, ils mettent en œuvre une approche plus complexe qui va au-delà de l'encouragement fiscal. C'est une approche qui se concentre sur d'autres activités au-delà de l'encouragement fiscal. Donc, on renforce les infrastructures pour l'innovation et la recherche. On va promouvoir des investissements sur la technologie, plus d'employabilité pour les professionnels, capacité d'entrepreneurs qualifiés. On va favoriser l'accès au crédit. On cherche à investir sur cette amélioration de la qualité institutionnelle, de l'environnement économique, du climat du métier, business climate. Donc, en revenant à l'Italie, comment l'Italie peut-elle utiliser le capital humain pour relancer l'emploi et notamment pour permettre le développement du pays? À mon sens, pour changer de cap, il faut retenir le capital humain. Ce n'est pas la stratégie la meilleure, hein. Comme le disait M. Viesti, l'Europe investit sur la mobilité. Donc cette nécessité de retenir le capital humain n'est pas la meilleure des choses, mais il faut réattirer un nouveau capital. 2 conditions doivent être réunies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une approche systémique liée au problème. Donc chercher à éviter
ce labor mismatch, ce déséquilibre, à investir sur l'éducation scolaire et universitaire, donnant la qualité, la quantité de professionnalité nécessaire, mais en même temps impliquer le secteur privé pour lancer un pont entre l'université et l'entreprise. De nombreuses études montrent bien qu'il y a beaucoup de capital en Italie qui ne répond pas aux besoins des entreprises. Et beaucoup d'entreprises cherchent des travailleurs qui ne se trouvent pas sur le marché du travail. L'autre aspect concerne le fait de développer et d'investir davantage sur des secteurs moteurs pour le développement du pays. Et là, on revient aux politiques industrielles. Ces politiques doivent mettre en œuvre des processus d'internationalisation et d'innovation. Donc, renforcer les entreprises qui existent et notamment favoriser la percée dans de nouveaux secteurs pouvant créer des opportunités de formation et d'emploi. Quelques exemples de nouveaux secteurs où les jeunes peuvent être les protagonistes côté offre, côté demande, et de nouvelles entreprises peuvent voir le jour. On pourrait investir sur des productions durables, requalification urbaine, efficacité énergétique, sources renouvelables, industrie culturelle, services avancés, les entreprises sociales. Les nouveaux secteurs où consolider les activités du pays sont infinis. Donc, quelle est la proposition? Au premier chef, créer des structures. Tout d'abord, voir quelle est la stratégie du pays Italie, l'avenir de l'Italie, où l'Italie veut bien considérer sa primauté. Ensuite, créer les structures pour recevoir ce personnel, tout en renforçant les territoires d'après ces nouvelles branches. Ces nouvelles branches peuvent être un pôle d'attraction. Une proposition de ce genre a des retombées à court et à long terme. À court terme, on cherche à enrayer le chômage. Et à long terme, on va créer un nouveau système d'intégration du pays. Merci à Simona Miglio. Oui, je ne peux pas rater cet élément. Elle souligne un point, et en tant que professeur d'économie industrielle, je dois évoquer. Au sein d'Alma Lauréat, nous voyons le thème du point de vue des diplômés. Nous nous interrogeons sur les opportunités, sur les politiques, sur les réformes, tout ce qui est nécessaire, afin que cette offre d'emploi trouve un débouché. Mais l'entrée des diplômés dans les entreprises italiennes est une chose merveilleuse pour les entreprises et non seulement pour les diplômés. C'est un tournant fondamental. On a bien compris une chose, si notre système industriel n'évolue pas vers un système d'entreprise au sein desquels il y ait plus de capital humain qualifié, ce système ne deviendra pas plus compétitif et il ne pourra pas s'internationaliser. Internationalisation, innovation, embauche de diplômés. S'il y avait une monnaie avec trois faces, eh bien ce sont les trois faces de la même monnaie. La rubrique sous laquelle je mettrai les politiques concernant notre table ronde s'appelle politique industrielle et non pas politique universitaire. C'est un sujet de grande envergure. La Banque d'Italie a écrit des choses intéressantes ces 3 ou 4 dernières années. Tout diplômé embauché notamment par une petite et moyenne entreprise italienne est un bénéfice pour la personne, mais c'est un bénéfice extraordinaire pour l'entreprise. Un autre thème est bien sûr attirer les compagnies multinationales. Nous avons vu que beaucoup de diplômés italiens travaillent à l'étranger dans des multinationales. C'est un sujet très important. Nous savons toutes et tous dans notre pays, même par rapport à la France et à l'Allemagne, il n'y a pas
il n'y a pas de contribution des investissements étrangers pour la création d'emplois qualifiés. Et donc, j'aime bien passer la parole à Mauro Sirani Fornesini, donc administrateur délégué de Intertab SPA, donc une expérience très positive. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est une grande occasion. Mais je voudrais, avant d'en arriver au vif de mon sujet, je voudrais évoquer une autre chose. Et la presse s'en est occupée. Je voudrais parler du brain drain ou brain circulation, fuite des cerveaux, circulation des cerveaux. La crainte à perdre nos talents ne doit pas être une raison pour arrêter cette circulation des personnes. Quel est le problème? Le problème, c'est pourquoi ne rentre-t-il pas? Alors j'ajouterai un autre mot, on devrait éviter le dry up. Le dry up, c'est ça le problème. Dans les entreprises, il faut changer de vitesse. Il faut changer de rythme. Il faut regarder dans les lunettes. Il faut regarder loin pour voir quel est le moment de tourner, de virer, comme le faisaient nos grands-parents, nos aïeuls. Lorsqu'on demandait donc une place, ils indiquaient un lieu au-delà du point en disant tu vois le carrefour des deux croix, eh bien avant tu dois tourner à droite et là c'est la destination que tu cherches. Eh bien je crois que dans les entreprises cela n'existe pas toujours et donc on n'est pas équipé face à l'avenir. Il faut avoir la capacité de regarder au-delà, et ce sont des choses connues, hein. On le disait au début de 1600, Galilée disait il faut regarder dans les lunettes, imaginer, envisager cet univers, ce monde, cette réalité, avoir cette vision d'entreprise qui nous permettent de jouer ce match d'ici 10 ou 20 ans et ensuite tourner au bon moment. La réalité que j'ai eu le privilège, l'honneur, la satisfaction d'orienter était une petite entreprise destinée à fermer. On faisait des filtres pour le monopole a été privatisé. Eh bien, alors nous avons envisagé l'entreprise de l'avenir et on a commencé à prendre des décisions stratégiques, des décisions fondées sur deux éléments pivots. L'un, comment être un centre d'excellence à l'échelon mondial, et l'autre, ne plus utiliser certains mots. Donc les ressources humaines, la gestion du personnel, les effectifs. Nous, on les appelle des personnes. Les personnes constituent l'entreprise. L'entreprise, c'est les personnes. Si on raisonne comme ça, on comprend bien qu'un grand potentiel qu'on a dans l'entreprise concerne les personnes, les êtres humains, la capacité de les mettre en valeur. Là aussi, on a foison d'exemples. L'évangile, la parabole des talents de Matthieu, on dit de comment fructifier tout ça. Lorsqu'on parle de ressources humaines, on court le risque de penser qu'il s'agisse de ressources à utiliser, parfois à exploiter. Et cela peut engendrer de la confusion chez les gens. Et donc c'est un terme que je n'utilise pas. Il en va de même pour gestion du personnel. Il faut mettre en valeur les personnes. On gère les stocks, on gère les plans de production, mais on gère pas les personnes. On met en valeur les personnes. Donc, pour développer une entreprise, il s'impose d'avoir des idées novatrices de ce que l'entreprise doit faire pour être un centre d'excellence. Jouer donc sur les caractéristiques spécifiques de l'entreprise. Nous sommes dans un lieu chanceux, donc un centre technologique important. Il y a tout un réseau d'éducation, d'excellence, des écoles techniques, des universités. Donc, sur cela, bien sûr.
cela nous aide, mais pour garder les capacités à l'intérieur et afin que ces capacités trouvent la motivation de continuer d'investir leur temps, leur énergie au sein de l'entreprise, il y a lieu d'avoir la perception de, comment dirais-je, d'avoir la possibilité de s'épanouir, de s'exprimer pleinement, de pouvoir exprimer la capacité. Tout cela doit être aidé. Il faut aider les jeunes à trouver ces éléments. Quand quelqu'un se présente sur le lieu de travail, on ne peut pas dire qu'il ait très bien compris quelle est sa capacité. Donc tout cela passe par une remise à niveau continue des gens. Ces 3 dernières années, nous avons déplacé nos personnes à 40%. 40% changent de position verticale, horizontale ou bien avec une expérience à l'étranger. Il y a une autre chose importante. Si l'on veut que nos talents, que nos diplômés restent chez nous ou qu'ils rentrent, eh bien, ils doivent avoir la possibilité d'être exposés, entre guillemets, d'avoir de la clarté sur une carrière possible ou éventuelle. Donc la visibilité dans une entreprise grande, tout cela est plus facile, mais les entreprises petites et moyennes devraient penser aussi et voir comment faire partie de ce processus à l'avenir. Si je fais toujours la même chose et suite à une crise ou suite au fait que je trouve quelqu'un qui fait ces choses mieux que moi à un coût plus faible, parce que c'est souvent la raison, j'ai du mal car je n'ai pas la capacité de réagir. Non. On parle bien de remise à niveau du personnel lorsque les personnes perdent leur emploi. Par contre, la remise à niveau doit être réalisée pour avoir cette souplesse, cette capacité de réagir, d'anticiper les problèmes et de profiter des opportunités que présente le marché et la situation. Donc, à partir de ce stade, il va sans dire que nous avons investi énormément sur les jeunes. Nous avons jeté les jalons afin que les jeunes puissent trouver de la motivation, de l'intérêt de travailler dans une entreprise telle que la nôtre. Et nous sommes un centre d'excellence de renommée mondiale. Notre entreprise, jusqu'à l'année dernière, ou jusqu'à il y a 2 ans, pour mieux dire, nous étions le support pour le développement et l'industrialisation de nouveaux filtres, des filtres technologiques, hautement technologiques. Intertabac, pour éclaircir, 100% Philip Morris, groupe Philip Morris, c'était des filtres pour les cigarettes. Donc, on s'est trouvé dans la situation d'être un point de repère pour le groupe Philip Morris. Et donc, un grand investissement sur une nouvelle technologie, un produit, comment dirais-je, entre guillemets, qui va réduire le risque provoqué par le tabagisme, car ce nouveau produit ne va pas engendrer de la fumée. C'est la même satisfaction que la cigarette. Ce n'est pas une cigarette électronique. Elle se fonde sur le tabac, mais un tabac qui n'est pas brûlé, donc il n'y a plus de combustion, donc il n'y a plus les dégâts provoqués par le tabagisme courant. Donc une énorme technologie, une technologie à l'avant-garde, très complexe, très difficile, avec des processus très soignés. Nous devons contrôler, suivant les procédures de Good Manufacturing Practices, GMP de la pharmaceutique. Donc les normes GMP de la pharmaceutique. Donc nous avons conditionné, mais c'est pas seulement ça, mais s'il n'y avait pas eu une entreprise telle que la nôtre, on n'aurait pas pu attirer un investissement. On parle de 500 millions d'euros. Le même chiffre que l'ancien Premier ministre Letta avait évoqué depuis son voyage dans les Émirats unis. Donc la possibilité d'embaucher jusqu'à 600 personnes,
Donc on le verra aussi. Ça dépendra du produit, ça dépendra aussi du succès du produit, mais nous avons beaucoup de confiance. Donc, je dirais qu'il y a cette capacité, la capacité d'innover, de mettre en valeur les personnes. Tout cela permet que nous faisons circuler nos jeunes talents, même à l'étranger, mais ensuite ils sont très heureux de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent un milieu où ils peuvent satisfaire aux deux éléments principaux. J'ai une grande motivation pour de simples raisons. Ce n'est pas le salaire. Le salaire est une conséquence. Mais j'ai la possibilité de m'épanouir, de m'exprimer, et puis je continue d'apprendre. Si les jeunes n'ont pas la visibilité de pouvoir continuer d'apprendre et de pouvoir s'exprimer au sens large, donc exprimer leurs idées, être écoutés et pouvoir, je dis pas exploiter, et pouvoir utiliser au mieux leurs talents, s'il n'y a pas ces éléments, vous savez, l'aspect de carrière, l'aspect économique deviendront une conséquence. Bien sûr, il faut visibiliser la carrière. Je peux vous dire ce que nous avons réalisé. Auparavant, la carrière était devenir le chef. Il fallait devenir le chef pour pouvoir gagner davantage, pour jouer un rôle de visibilité. Je m'en souviens parfaitement. J'ai commencé en tant que technicien, j'ai réalisé de très belles choses. Je rentrais à la maison, je leur racontais, ma mère était heureuse. Mais lorsque je suis rentré, j'ai dit « je suis le chef ». Waouh, merveille. Alors ça, ce n'est pas correct. Il faut créer, et nous avons créé une carrière technique et une carrière managériale. Je crois que ce n'est pas l'apanage de toutes et tous de devenir des chefs, mais toutes et tous peuvent contribuer, même grâce à leur spécialité, à ce que ces personnes aiment. Donc, c'est une chose que je vois dans nos entreprises. J'organise des rencontres aussi, je participe à des entretiens avec les autres entreprises. Donc, on ne peut pas faire la sourde oreille. Il y a des centres d'excellence, mais il faut apprendre de ces centres d'excellence. On ne peut pas faire la sourde oreille. Et à Bologne, on a ces réalités. Il y a de relations importantes entre ces centres d'excellence. Il y a de très belles relations avec l'université pour voir ce qui manque. Ce matin, j'écoutais le professeur Camilli. Il disait, oui, bien sûr, il faut travailler d'arrache-pied pour étudier les éléments qui ne sont pas appliqués. Il faut la poussée de l'université, mais il faut avoir aussi la vision des entrepreneurs. Donc, il faut avoir aussi la vision, l'approche de la demande. Et donc, être clairvoyant, n'est-ce pas? Mais nous allons donc réaliser ces choses. Et c'est important pour nous. Nous sommes heureux, bien sûr. Nous sommes heureux pour notre groupe, pour notre société. Philippe Maurice a toujours énormément investi en Italie. Il y a quelques 200 000 personnes qui travaillent dans la filière du tabac en Italie. En Italie, c'est le premier pays en Europe comme production de ce produit. À partir de 2000 jusqu'à nos jours, nous avons acheté pour une valeur de 800 millions de tabac brut. Donc il y a une énorme satisfaction pour nous, mais je crois que ça doit être une satisfaction pour notre ville, pour notre région. Il en va de même pour toute l'Italie.
Et un autre facteur important est là, suite à la possibilité de réaliser cette nouvelle usine, eh bien, les synergies mises en œuvre sur le territoire, la possibilité d'obtenir un terrain qui occupe une position stratégique. Et la procédure que nous avons appliquée pour obtenir des autorisations de construction dans des délais raisonnables. Je peux vous l'assurer, les difficultés, les pépins ont été très nombreux. Il faut être bien décidé, il ne faut pas se décourager, il faut insister, il faut trouver les solutions. Et les jeunes, et même à l'université, on devrait insister sur ces aspects. Je vous dis une chose. J'étudiais anglais à Londres. Je ne savais même pas un mot. Et je me souviens, lorsque je suis sorti la première fois du métro, il y avait Mainz-Gate. Et j'étais obsédé, et je comprenais rien. Ensuite, j'ai bien vu que dans l'activité de travail, on est entouré de gaps. Et il y en a de deux types. Et les jeunes doivent savoir que lorsqu'ils entrent dans l'entreprise, il y a ces gaps. Tout d'abord, les problèmes qu'il faut bien résoudre, mais on revient à la case départ. Et l'autre gap important, c'est celui qu'il faut engendrer, le nouveau point B, car notre position actuelle ne nous donne plus la tranquillité, la sérénité de faire partie de la réalité d'ici quelques années. Donc il faut avoir du courage, il faut bâtir, il faut construire une sorte d'auto-estime, c'est les jeunes, afin qu'ils puissent assumer, prendre les risques. Et une autre chose importante, c'est de continuer d'étudier, avoir ce sens de la capacité d'entrepreneur. Leur avenir dépend d'eux et pas seulement de leurs chefs. Les chefs vont créer les conditions pour s'épanouir. Mais je dis toujours une chose, je n'aime pas le mot engagement. Lorsqu'on parle de ces choses, on organise nos ateliers avec nos personnels, on parle de leadership. Et tout cela se fonde sur certains points. Tout d'abord, la conscience de savoir que les personnes sont l'entreprise. C'est l'entreprise qui dépend des personnes et non pas vice-versa. L'entreprise est composée de personnes et les effectifs, c'est un autre mot à biffer. L'auto-apprentissage. Un diplôme, une licence en quelques années, si on ne construit pas ce tas, disparaît. Donc, il faut continuer d'étudier. Et sinon, la brèche entre ce que j'ai appris et l'évolution devient énorme, démesurée. C'est une brèche qu'on va plus combler. La capacité de faire sentir notre voix, de dire, de s'exprimer, de parler, de demander. Et l'autre chose importante, et la capacité d'entrepreneur, je l'ai déjà évoqué. Et une autre chose que j'ai bien apprise dans mes premiers stages de leadership, la capacité d'influencer vers le haut. Et la capacité d'influencer vers le haut est fondamentale. Les décisions ne sont pas prises à notre niveau, elles sont toujours prises au-dessus. Et donc, il faut avoir la capacité comme individu et dans notre cas comme entreprise. Donc, il faut toujours avoir la capacité de pouvoir influencer sur les décisions qui sont prises ailleurs. Et tout dernier point, c'est de faire partie du match. Donc, se mettre en jeu, finalement, avec nous-mêmes et avec les autres, et ne pas se borner à être des spectateurs. Merci. Merci bien. On est à la toute dernière intervention. Mauricio Marchesini, président du patronat Émilie-Romagne. Nous vivons beaucoup de dangers. Il y a aussi le danger de la dépression. Donc, considérer notre système de production comme perdu, tel n'est pas le cas. Le Centre des études du patronat a récemment dit
qu'une partie importante d'entreprises italiennes, avant que la grande crise n'arrivait, étaient en train de se remettre dans la bonne voie. Et comment? Par la connaissance que ce système avait en son sein. Donc la capacité d'engendrer de cette connaissance de nouveaux services et de nouveaux produits. Voici un cas. Il y avait ceux qui faisaient des grilles en fer, ensuite leader mondial des dispositifs à haute intensité d'informatique. Ensuite, on achète le fer, mais son potentiel de marché vient de cette capacité. Cette capacité est liée, bien sûr, est étroitement liée aux personnes qui se trouvent au sein de ces réalités. Bien de fois, on dit que les petites entreprises italiennes ne parviennent pas à innover ou bien à acheter de l'extérieur ce qui leur serait nécessaire. Souvent, elles n'achètent pas de l'extérieur car elles n'ont aucune idée. N'ayant pas de connaissances, elles ne parviennent pas à incorporer des connaissances de l'extérieur. Monsieur Marchinesini, la récupération de notre système de production constitue la priorité des priorités. Comment peut-il se produire? Comment peut-on travailler pour cette récupération avec cette matière première exceptionnelle, à savoir les connaissances et les compétences de ces personnes? On n'a pas l'université la meilleure au monde, ce n'est pas seulement le diplôme formalisé, le seul créneau d'apprentissage, mais Dieu merci, on a de bons diplômés, ils sont prêts à contribuer à cette récupération. Comment pouvons-nous organiser ce mariage du siècle entre la petite et moyenne entreprise italienne qui souhaite se développer et ces diplômés qui souhaitent s'épanouir avec l'entreprise? Bonjour, je vais être succinct si je vais répondre avec tous les tenants et les aboutissants à la provocation du professeur Viest et je vais parler pendant des heures et des heures, mais je vais répondre quand même. Moi aussi, je voudrais démarrer de la crise, mais non pas pour vous ennuyer ou pour vous raconter pour l'énième fois pourquoi la crise, quelle est la cause de la crise. Je ne suis pas un économiste, donc je n'aurai pas la capacité de le faire. Je voudrais mettre l'accent, à juste titre, sur la possibilité de sortir de l'ornière, sur les facteurs qui peuvent nous amener en dehors de la crise. Alors, quelques aspects de l'économie régionale. L'Émilie-Romagne est une région, d'un côté, hautement manufacturière. Nous avons le taux manufacturier le plus élevé en Italie, et de l'autre, c'est une région qui exporte. Nos exportations ont augmenté de 65% de 2000 à 2012. Nous avons donc la tendance à exporter, notamment sur les nouveaux marchés. Je ne parle pas de pays émergents. C'est une expression dépassée. 30% des exportations vers de nouveaux débouchés. Alors, ces chiffres et même l'analyse des différences qui existent entre les différentes entreprises sur le territoire cachent une vision de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pourrons être après la crise. La crise n'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise du système. Nous pouvons déplacer avec la même facilité, comme dans le passé les capitaux, nous pouvons déplacer aussi le travail. Ça, c'est la grande différence. Ceci dit, quels sont les pôles qui peuvent nous aider à sortir du tunnel? De notre point de vue, d'un côté, le secteur manufacturier et tout ce qui sert aux manufacturiers. Donc, recherche, développement, innovation, internationalisation. Et je reprendrai l'internationalisation ultérieurement. C'est le thème de l'internationalisation qui est lié à notre journée d'études. Lorsque je parle de manufacture en Italie, je me demande si l'on est sûr que c'est un secteur aimé en Italie.
La réponse, apparemment, est immédiate. Oui, bien sûr. Oui, c'est le point fort sur lequel se fonder. Malheureusement, la réponse, de mon point de vue, n'est pas cela. Nous avons vu des conduites erratiques. Voyons l'acier, mais nous voyons la même chose aussi lorsqu'en famille on doit décider la carrière, disons, d'études de nos enfants. Si j'ai un enfant très intelligent, lycée classique, sinon lycée scientifique, j'ai été au lycée scientifique, cela, s'il ne veut rien faire, l'institut technique, l'institution technique. Alors le manufacturier est considéré comme un niveau faible, inférieur. Et un autre cas concret. Je vous fais l'exemple suivant. J'ai une petite entreprise en Angleterre. Lorsque j'ai participé à la dernière réunion, mon administrateur anglais m'a dit que je vais payer un corporate tax rate, donc un impôt de 21%. Il a dit oui, mais l'année prochaine 20, et puis c'est déjà prévu que cela va arriver à 18, bien sûr. Oui, c'est une petite réalité, mais j'aime bien. Alors pourquoi? Parce que l'Angleterre, pendant des années, l'Angleterre a poussé à insister sur d'autres choses, non pas sur les manufacturiers, sur les financiers. Maintenant, ils ont stratégiquement décidé de revenir sur les manufacturiers et ils le font de façon simple, linéaire, en réduisant les impôts pour ceux qui sont enregistrés comme entreprises manufacturières. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes possibilités économiques, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses, mais nous pouvons quand même, d'une façon différente, nous pouvons insister sur les manufacturiers, permettre que cela soit aimé et axer sur les manufacturiers une véritable politique industrielle. Et je n'arrive au vif, mais on l'a déjà répété. Le problème véritable est de créer des emplois. Créer des emplois. Et si l'on veut changer de cap de fuite des cerveaux et avoir une circulation normale des cerveaux, nous devons avoir la possibilité de donner du travail à ces jeunes. Donc, rendre notre territoire attrayant, la possibilité de trouver en Italie un emploi dans notre patrie. Et lorsque je parle de patrie, je ne dis pas que la patrie soit nécessairement l'Italie, hein. Vu que l'on parle d'internationalisation, nous devons accepter un concept différent par rapport au passé. Dans le passé, on parlait d'exportation. Aujourd'hui, on parle d'une opération plus complexe. On parle de la possibilité d'avoir des sièges à l'étranger, nous intégrer de façon plus complète, avec des cultures tout à fait différentes des nôtres. Il faut interagir de façon différente. Alors, une bonne circulation des cerveaux est la bienvenue et elle est nécessaire. Là aussi, un autre cas sur moi-même. Ma filiale chinoise, tant que je n'ai pas eu un de mes dirigeants diplômés, mais ce n'est pas important, qui a décidé de vivre à Shanghai, cette filiale ne fonctionnait pas très bien. Maintenant, elle fonctionne très bien. Oui, bien sûr, le vrai travail est fait par les Chinois. Mais sans quelqu'un sur place qui puisse être un interprète culturel, pour nous, travailler avec eux s'avère presque impossible. Alors, je ne veux pas vous ôter trop de temps, mais d'après moi, la situation est celle-ci, finalement. J'ai bien entendu des définitions que j'ai bien aimées. Retenir le capital humain, mais non pas dans le fait de lui empêcher de s'en aller. Ça a été Madame Miglio. Créer ici les conditions afin que ce cerveau reste. Et une autre caractéristique importante est la suivante. Ces jeunes doivent avoir aussi les compétences soft, souple, c'est-à-dire la conduite à tenir dans l'entreprise. Ce sont des compétences qu'on ne peut pas apprendre à l'université, mais elles peuvent être apprises lors de périodes de
Stage, études. On peut apprendre ces compétences grâce à des stages prolongés dans les entreprises ou bien à l'étranger, mais le point fondamental est tout autre. Il s'impose de trouver ici les conditions afin que ce jeune puisse rentrer de l'étranger. Ou bien travailler, encore mieux, travailler dans les sociétés italiennes qui devront s'internationaliser. Et je reprends, Monsieur Viesti, votre phrase. Vous dites, mais ces petites entreprises, comment relier les petites entreprises à la recherche, l'innovation? Ces entreprises ne font pas donc les relier à l'université ou bien les talents des universités. Bon, je suis convaincu que les PMI italiennes font de la recherche et de l'innovation. Ce qui manque, c'est la tendance à se relier avec l'extérieur, tous azimuts. Lorsque j'entends que l'Allemagne exporte dans le monde alimentaire plus que l'Italie, 50 fois plus que l'Italie, et que nous sommes derrière la Belgique pour ces exportations, je reste sidéré. Ce n'est pas une modeste qualité de la production, mais c'est une commercialisation très modeste. Nous n'avons pas de réseau suffisamment fort. Et un autre exemple, lorsque je vois les Chinois qui font la queue à Starbucks pour boire un expresso qui coûte 3,50 € et le professeur Prodi sait bien qu'avec 3,50 € on peut manger des tonnes de spaghettis en Chine, eh bien je reste encore surpris. Nous avons un produit italien nettement supérieur, mais maintenant il y a des entrepreneurs italiens qui bougent, mais nous avons grand besoin d'avoir un état d'esprit différent. Et la toute dernière chose, permettez-moi de la dire, nous avons aussi besoin de programmer notre futur. Nous devons décider ce que nous voulons être au plan industriel. C'est le point phare, c'est le point base duquel vient tout le reste. Nous devons décider si l'on veut miser sur les manufacturiers, si l'on veut miser sur les technologies et lesquelles, mais nous ne devons pas le faire comme ça, au pif, ou bien académique, formel. Ensuite, après ces décisions, il faudra décliner tout ça en objectifs, axes, pistes. Je dis toujours que si on rêve, si on espère que le mauvais temps passe, on se trompe. Nous avons la possibilité de travailler dans des mondes complexes, dans des mondes difficiles, dans des mondes haute technologie, dans des mondes qui sont liés à notre haut degré culturel et de plaisir de vivre. Sur cela, nous pouvons bâtir. Nous pouvons bâtir la sortie de la crise. C'est la condition minimum, mais nous pouvons bâtir un futur serein pour nous et notamment pour nos enfants et pour les futures générations.